Et donc ici, hein, les impacts mesurés, c'est bientôt à Rodrigo, les conséquences sont cognitives, le réveil. Les interruptions constantes accroissent le stress et les erreurs. Lorsque vous êtes au travail, vous allez avoir... Oui. Question, comment est-ce qu'on explique alors quelqu'un à qui il manque un sens, par exemple un aveugle, un sourd, il a un manque manifeste d'information, donc il a certaines informations qu'il ne pourra jamais acquérir parce qu'il n'aura jamais ce sens-là, comment est-ce qu'il développe de manière surdimensionnée d'autres sens? Ça c'est peut-être pour toi. Bon, déjà, moi, j'ai encore dit rien du tout, mais je voulais vous remercier déjà tous d'être venus, hein, c'est un plaisir. Et donc, la question est de savoir si vous pouvez la répéter, s'il vous plaît. Pourquoi il manque un sens, donc il a un manque manifeste d'information, un aveugle par exemple, il y a des informations qu'il n'aura jamais d'un point de vue visuel. Comment ça se fait qu'il développe de manière surdimensionnée d'autres sens? Bon, bah, ça, c'est la plasticité synaptique, c'est ce qu'on va voir dans un petit moment. Bah, en fait, vous savez tous, on a tous des neurones qui sont connectés avec des synapses, et ces synapses sont plastiques. Et pour ce qui est par exemple, des personnes aveugles, en fait, toute l'aire visuelle est envahie par des autres connexions. Et en fait, la fonction de ces neurones sont, si vous voulez, recyclées. Et c'est ça qui permet, en fait, de développer d'autres sens. Eux aussi, ils ont la lecture, ils sont capables de lire. Et donc, tout ça est pris en charge par d'autres. Même si cette aire visuelle n'est plus utilisée, elle est réutilisée pour faire d'autres fonctions. Donc, c'est typiquement ça qui fait qu'ils arrivent très bien à avoir les mêmes capacités cognitives que de personnes qui ne sont pas aveugles. En fait, notre cerveau, en touchant, il voit. Et en fait, notre cerveau ne fait que voir. Tous ces sens sont transformés en visuel. Donc, on utilise une autre aire pour voir quelque chose que celle que tes yeux te donneraient, mais de la même manière. À la fin, c'est une image. Donc, quand tu lis à l'aveugle, tu t'inventes un monde d'images qui permet de lire, en fait. Donc, tu décryptes, même au toucher, la lecture se fait en visuel. Et peut-être, là, c'est une chose qu'on verra aussi plus tard, c'est que pour ceux qui ont fait un peu de neurosciences, vous savez qu'on a des aires qui sont plus ou moins spécialisées et c'est le plus ou moins qui est important. Une aire ne fait pas qu'une chose, elle fait énormément de choses et cette plasticité peut permettre à certaines fonctions de se déplacer vers d'autres aires. Et comme vous savez tous, en fait, notre plasticité elle est accentuée quand on est jeune et en fait, surtout le cortex frontal se développe jusqu'à 25 ans et ensuite, la plasticité diminue, mais elle est constante tout au long de notre âge, jusqu'à notre vieillesse. C'est 25 ans pour faire un adulte. Voilà, en gros c'est ça. C'est à 25 ans que en fait, votre cortex frontal est assez mature pour, on le verra plus tard, pouvoir contrôler certaines impulsions. Typiquement chez des personnes plutôt adolescentes, ou c'est l'inverse, c'est plutôt les impulsions qui tendent à prendre le dessus par rapport au cortex frontal. Et ça c'était à l'époque 25 ans, parce que comme vous dites aujourd'hui que le cerveau évolue et change, on n'a pas le recul de savoir si ça sera 35 ans, 45 ans. 50. Ah oui, ouais, alors peut-être. On dit qu'en général, si on loupe les 25, on fait x2, donc après Donc effectivement, après maintenant, si on garde une capacité cognitive active, au fait, cette plasticité peut être maintenue. Par contre, si on devient beaucoup très routinier, c'est vrai que la plasticité diminue. Donc maintenant, ce sera intéressant de savoir si dans quelques années, effectivement, ces 25 ans, comment a tendance à diminuer. Ça, on le saura. Et cette plasticité, se développe. Les 3 ans qu'on perd à faire élever nos enfants par des smartphones, c'est 3 ans de développement de plasticité? Non, alors la plasticité, c'est quelque chose qui est tout au long de votre vie. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'on appelle ce qu'on appelle en fait une période critique. Il y a quand même des périodes, selon les différentes aires corticales qui se développent, où il y a une plasticité favorisée. Comme par exemple pour la lecture, c'est quelque chose qu'entre 6 et 10 ans, quelque chose comme ça. Il y a des périodes où des aires corticales sont spécialement plastiques. Et là, où si on loupe cette période plastique, par exemple des personnes qui sont adultes, qui n'ont jamais appris à lire, et elles peuvent réapprendre à lire, mais elles n'auront jamais la même fluidité que quelqu'un qui a profité de cette période critique pour développer cette capacité. Donc tout n'est pas perdu? Non, tout n'est pas perdu. Non, non. Ça sera la deuxième partie de la conférence.
Très bien, donc ça c'est ce qu'on vit un petit peu tous les jours. Après tu peux peut-être expliquer ce schéma-là qui est important, mais on a en fait un renforcement des biais de confirmation par les algorithmes, ce qui est le cas ici, je peux parler. Donc ici, alors ça c'est une étude qui est apparue dans Science, donc pour ceux qui sont dans la recherche, ça, vous savez que c'est un peu un des journaux un peu de référence avec Nature, donc un peu pour donner un peu de la valeur à cette étude. Et cette étude, au fait, a tout simplement fait, je crois que c'est à peu près 15 ans d'études sur Twitter, et le tweet des informations et le retweet des informations. Et là, en fait, vous pouvez voir ici la profondeur d'où une information, elle va. Donc, c'est-à-dire, je suis le premier qui reçoit une information, je le retweet, et ainsi de suite. Et on peut quantifier à quelle profondeur dans le réseau de communication cela va. Et ici, vous avez le nombre d'utilisateurs, donc enfin, le nombre de personnes qui ont reçu ce tweet. Et ces deux couleurs représentent deux types d'informations. En vert, c'est de l'information qui est vraie, qui a été vérifiée. Et en rouge, c'est de l'information qui est fausse. C'est des fausses fake news. Donc, il y a clairement, vous pouvez voir que, au fait, les fake news, au fait, se répandent beaucoup plus en profondeur et en quantité d'utilisateurs. Maintenant, pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent avoir lieu. Ils ont refait la même analyse avec des robots. Les robots, par contre, les traitent de manière complètement similaire. Les deux se répondent de la même manière. Ils ont simulé, ils ont fait des simulations de plusieurs personnes et ils ont vu que cette information se répand de la même manière. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des fake news? On a beaucoup parlé des émotions. Et justement, en fait, les émotions sont principalement le facteur principal qui fait que ces fake news, en fait, se répandent beaucoup plus. Elles sont très émotionnelles, elles sont très faciles à obtenir. Et ça marque très vite l'esprit des gens et les gens ne font pas l'effort de voir si c'est vrai ou pas vrai, mais juste l'émotion est tellement qu'ils veulent partager ces émotions. Et donc voilà, donc vous voyez que en fait, l'humain est un peu naturellement tend à aimer les fake news plutôt que les vraies news. Voilà. Ce qui est utile pour être élu. Voilà. En fait, c'est les émotions que l'humain aime. Oui, très naturellement. Oui. Non, du tout, parce qu'en fait la vérité, ça demande souvent de la vérité, ça demande de la confirmation et donc il faut la contrôler. Ça demande un effort, donc on a envie d'économiser cet effort-là de manière normale en fait. Donc on a plutôt tendance à croire ce qui est faux. Et en général, ce qui est faux est assez chargé d'émotions. Hein. Il s'arrange pour le rendre bien émotionnel. Hein. Et, tandis que la vérité, en général, c'est comme ça. Ouais. C'est ça, c'est un processus. Donc les conséquences aussi sur la surcharge d'informations, il y a de plus en plus, si vous voulez, regardez les statistiques, même à l'État du Valais, les hôpitaux psychiatriques, pédopsychiatriques, c'est plein. Il y a une grande quantité de plus en plus vraiment massive de jeunes qui sont dans des situations d'anxiété chronique et donc de stress émotionnel qui devient un problème. Vraiment. Et ça, je suis encore un petit peu étonné qu'on soit dans le constat, mais pas dans l'analyse des causes. Et qu'on se rende compte qu'on n'arrive pas à traiter tellement il y a de monde, mais qu'on se dit, mais quelle est la cause première? On n'a même pas le temps d'y penser. Et donc, c'est l'altération du code du langage et des capacités de prédiction de notre cerveau qui sont liées. Ça sera maintenant ta partie, de montrer en quoi le cerveau prédit. Et c'est le langage plus faible chez les tout petits, ça va produire une régulation émotionnelle fragilisée. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, les parents doivent énormément parler avec leurs enfants depuis tout petit. Donc, ce qu'il faudrait pouvoir faire aujourd'hui, c'est un peu l'école des parents. On donne des cours pour l'accouchement, on devrait donner des cours aux parents avant l'accouchement pour dire « vous êtes neuro-responsable, c'est dangereux, il faut faire ça et ça et ça ». Il faut montrer qu'on sait maintenant comment un cerveau d'un enfant peut être favorisé vers une expansion intellectuelle beaucoup plus stimulée. C'est le job des parents, il faut qu'ils en soient conscients. Sinon, ils sont responsables, mais à ce moment-là, ils le savent. Mais il faut les informer. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. Ensuite, la société elle-même a une fragmentation, une polarisation accrue. Le fait que c'est blanc ou noir, de plus en plus, vous fait passer d'un extrême à l'autre. Et vous regardez ce qui se passe en politique aujourd'hui. Le milieu pose problème. Il demande trop d'analyse, trop de concessions. D'accord ? Et donc, globalement, on polarise et on est blanc ou noir. Et ce qui se passe maintenant aux États-Unis est un exemple très clair de cette polarisation qui est elle-même produite par aussi des systèmes qui sont induits de la société américaine elle-même.
L'hétérogénéité pénalise les élèves, hein, maintient les inégalités donc de manière linguistique et sociale. Hein. On voit très bien qu'il y a à peu près, je crois que c'était 30 millions de mots en moins chez un enfant dont les parents ne sont pas des universitaires avant d'arriver à l'école. Donc la stimulation, c'est à peu près 30 millions de mots en moins. C'est énorme, je veux dire, en termes de stimulation. Vous voyez à quel point, finalement, on réduit, ou en tout cas, on ne maximise pas les chances. Et ce n'est pas les outils, on aurait dit « Ah, mais on peut le faire ». Oui, mais s'il simplifie, ça réduit encore, puisque finalement, les mots vont devenir de moins en moins intéressants pour l'enfant. Et oui. 30 millions de mots? Oui. C'est juste 30 millions? Il me semble que c'est ça, oui. Parce que c'est vrai que le langage, c'est 35 et 30 millions. Oui, c'est la répétition. Ouais. Ouais, c'est pas les mots uniques, c'est la quantité. C'est vraiment même le nombre de mots. Mais c'est la stimulation synaptique, hein, c'est-à-dire... Ça sera une incertitude. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, en tout cas, le chiffre million est juste, c'est vraiment la différence qu'il y a, l'équité entre une personne qui est instruite et qui va alimenter par le discours ses enfants et la capacité de transférer, en fait, ces informations à l'enfant et de le stimuler, d'entraîner, en fait, à reconnaître cette information. Et ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, on voit que les classes défavorisées, notamment en France, dans les périphéries, leur langage est beaucoup moins développé, mais ce n'est pas uniquement de leur faute. Hein. Je veux dire, ils ne peuvent pas exprimer autre chose que ce qu'on leur a donné. Et si on ne compense pas, on ne peut pas mettre à niveau. Donc ça, c'est clair. Ensuite, il y a la fatigue numérique, la baisse de l'engagement et la mise à l'épreuve de la santé mentale. On voit que l'effort à fournir pour la lecture, la quantité de données à traiter devient un problème pour l'élève qui se fatigue plus vite. Vous avez beaucoup d'enfants qui sont fatigués très jeunes, très tôt. Et ce qui est nouveau, au niveau de la maturité suisse, le chiffre est correct, c'est 9% d'abandon avant la fin de l'examen. On commence la session, pendant la session, donc vous avez fait 50 jobs d'études, vous avez investi dans votre temps de travail, 9% des enfants cette année, l'année passée, je crois que c'était la session d'août, ont abandonné la maturité, en cours de route. Et on voit les mêmes problématiques maintenant à l'université, où pendant la session d'examen, les élèves abandonnent. C'est arrivé à Lausanne, c'est une professeure de Lausanne qui m'a dit, j'ai jamais vu ça, ils arrivent, ils disent c'est trop, ils partent, ils annoncent, et ils abandonnent. Donc il y a vraiment un processus de surcharge, hein. On voit qu'on est de moins en moins capable de répondre à ces exigences-là.